Europe 1. Le journal de 8h présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Quels obsèques pour Alain Delon. L'acteur qui nous a quittés dimanche à l'âge de 88 ans avait laissé ses consignes. Funérailles intimes, inhumation au milieu de ses 50 chiens dans une chapelle sur son domaine de Douchy dans le Loiret. Faut-il alors se résigner à dire adieu aux samouraïs sans hommage national, sans saluer une dernière fois son talent et l'empreinte qu'il a laissée à notre pays? Antoine Bienvaux vous a posé la question. Reportage. Devant son cinéma favori du quartier latin, Huguette est encore bouleversée par la disparition d'Alain Delon. Pourtant, malgré son admiration pour l'acteur, elle ne veut pas entendre parler d'un hommage national. Non, parce que c'était quand même un homme assez discret, qui aimait apparemment la solitude, puisqu'il s'était retiré dans cette propriété. C'est chacun de lui rendre hommage par la pensée, pour aller retourner voir ses films. Alain Delon lui-même ne souhaitait d'ailleurs pas d'hommage national, préférant des funérailles intimistes. Une volonté que souhaite voir appliquer Augustin, cinéphile d'une vingtaine d'années. Moi, je respecte totalement la décision de la personne que ça concerne, à savoir Alain Delon. Je pense que ça aurait été bien d'en faire un, mais s'il en veut pas, on n'en fait pas. Devant un autre cinéma du quartier, Robin, en revanche, aimerait voir le dernier des monstres sacrés du cinéma recevoir des obsèques à la hauteur de son héritage. Je pense que pour toutes les personnes qui sont nées entre les années 50 et même les années 80, c'est une figure qui a été importante, quoi. Et donc je pense que c'est important de rappeler pourquoi il a autant marqué son époque. Tous s'accordent cependant sur un point, la décision devra revenir à la famille de l'acteur et à elle seule. Antoine Bienvaux, les obsèques d'Alain Delon pourraient avoir lieu en fin de semaine. La préfecture du Loiret a donné son accord de principe à des funérailles dans sa résidence de Douchy. Elle a par ailleurs interdit tout survol aérien du site. Et puis je vous rappelle qu'Europe 1 rend hommage à Alain Delon. Toute la semaine, ne manquez pas entre 11h et 13h dans Europe 1 et vous, les nouveaux épisodes de Destins extraordinaires, le podcast de Pascal Praud qui raconte la vie et l'œuvre d'Alain Delon. Vous écoutez Europe 1, il est 8h03. La politique et les partis et les groupes parlementaires qui préparent minutieusement, on l'imagine en tout cas, leur rendez-vous avec Emmanuel Macron vendredi prochain. Oui, à la recherche du nouveau Premier ministre, le casting promet d'être intense. Première audition, celle de Lucie Castet, la candidate pour Matignon du nouveau Front Populaire. Une présence qui dérange notamment le Rassemblement national, Alexis de la Fontaine. Oui, c'est un coup de force selon Marine Le Pen. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale juge illégitime la venue de Lucie Castet à l'Elysée. Son collègue Thomas Ménager justifie cette position. Elle n'est absolument pas élue, elle n'a aucune expérience, elle n'a aucune responsabilité, elle n'est que prétendante au poste de Premier ministre et clairement ce n'est absolument pas normal qu'elle soit présente à l'Elysée. En effet, Emmanuel Macron n'avait pas invité Lucie Castet dans un premier temps, mais le nouveau Front Populaire a imposé sa venue. Écoutez sa justification hier soir sur BFM TV. J'y vais comme la personne qui a été désignée par les 4 partis politiques de la force politique qui est arrivée en tête des élections législatives pour être candidate, pour être première ministre. Cette première rencontre entre Emmanuel Macron et Lucie Castet permettra au chef de l'État de prendre sa décision et la nommer ou non à Matignon. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. En attendant un nouveau chef de gouvernement démissionnaire, le gouvernement démissionnaire, continue de gérer les affaires courantes. Oui, alors que 7 départements des Pyrénées-Orientales au Var sont en alerte orange au feu de forêt, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, démissionnaire donc, est allé saluer hier les sapeurs-pompiers de Frontignan dans l'Hérault. Des soldats du feu qui, à Marseille, peuvent compter sur le renfort des scouts. Oui, ces jeunes engagés sont devenus des maillons essentiels de la chaîne de protection contre les incendies. Ils se relaient tout l'été pour surveiller la garrigue et sensibiliser le public. Le reportage de la correspondante d'Europe 1, Nina Pavan. J'écoute. Avez-vous quelque chose à signaler? Ici, on est au PC Sécurité, le camp de base qui centralise tous les signalements des vigies. Et pour ça, ces jeunes de 14 à 17 ans ont dû apprendre à parler comme les marins-pompiers de Marseille. Par exemple, pour la patrouille Escampon, je vois que là, ils sont en kilo delta 40, Foxtrot 3.4. C'est la localisation sur la carte. Direction la Vigie, tout en haut de la colline, 3 jeunes scouts de 14 ans veillent sur le massif. Louane, Gabriel, Elisa. Et juste avant que la relève n'arrive, une explosion, au loin, dans une colline de calcaire. PC Lumini de Vigie Marseille Vert. PC Lumini, j'écoute. Il y a eu une détonation en kilo delta 40,
Foxtrot 5.3. Grâce à cette mission, Gabriel se sent investi d'une vraie responsabilité. Quand les autres ont confiance en nous, on a plus confiance en nous-mêmes. Et donc voilà, c'est bien. Depuis bientôt 50 ans, les scouts veillent sur les massifs des Calanques et mènent des opérations de sensibilisation. Marseille, Nina Pavant, Europe 1. À la une également ce matin, Fanny, c'est ce que les Américains appellent un hug, une étreinte sur la scène de la Convention démocrate à Chicago entre Kamala Harris et Joe Biden. Oui, un hug de remerciement, car le président américain n'a pas tari d'éloges sur la candidate démocrate à la présidentielle. Coriace, expérimenté, intègre, dit-il, assurant qu'il sera pour elle le meilleur bénévole. Discours ovationné par les 50 000 militants présents. Joe Biden qui a eu aussi un mot pour les milliers de manifestants pro-palestiniens qui ont défilé dans les rues de Chicago. Ils ont des arguments à faire valoir, a-t-il déclaré, ajoutant que beaucoup de personnes innocentes ont été tuées des deux côtés. Tentative d'apaiser les esprits, alors que dehors, les slogans ne font pas de cadeau à Kamala Harris. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Chicago, Aviva Fried. Kamala, la tueuse, nous t'inculpons pour génocide. C'est à ce cri que les manifestants ont défilé au milieu d'un imposant dispositif policier qui n'a pas empêché les militants de donner de la voix. Les manifestants, pour la plupart revêtus d'un kéfier et agitant des drapeaux palestiniens, reprochent à l'administration Biden son soutien à Israël. Sarah Safi, d'origine syrienne, ne sait d'ailleurs pas encore si elle votera démocrate en novembre. En tant qu'arabe, tout comme d'autres arabes que je connais, où franchement, quiconque se préoccupe des droits humains, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de voter pour une criminelle de guerre. Tout cela pourrait faire les affaires de Donald Trump aux grandes dames de Denise de Ligol. Elle départ avec son t-shirt voté pour Kamala, mais pour elle, il n'y a aucun doute. Trump est le prochain Hitler, c'est vraiment une mauvaise personne. Et s'ils ne comprennent pas ça, honte à eux. Ils devraient s'informer. Un message loin d'être entendu, certains ici se réjouissent même d'avance de pouvoir faire tomber Kamala Harris en novembre. À Chicago, Aviva Fried d'Europe 1. Et Joe Biden assure pour sa part que le Hamas est en train de faire, je cite, machine arrière. Quid du Hezbollah libanais ? Eh bien, il annonce ce matin avoir tiré d'intenses tirs de barrage de roquettes sur des positions israéliennes. Par ailleurs, on l'apprend ce matin, le kibboutz de Nir Oz annonce à l'instant la mort de l'un de ses résidents, otage du Hamas depuis le 7 octobre. Avraham Munder avait 79 ans. Il aurait subi, selon le kibboutz, des mois de torture physique et mentale à Gaza. 8h08 sur Europe 1, c'est le nouveau virus qui nous menace, le Mpox, anciennement variole du singe, transmis par les rongeurs. Il vient de faire son premier cas en Europe. Oui, en Suède, en Afrique centrale, le nouveau variant Clade 1B a déjà touché plus de 18 000 personnes. Alors, doit-on craindre une épidémie comme celle du Covid ? Et sommes-nous préparés, Yasmina Katou ? Eh bien, en France, 150 000 personnes ont déjà été vaccinées contre la variole. C'était lors de la précédente épidémie, il y a 2 ans. 5 000 cas de Mpox avaient été enregistrés. Les autorités assure avoir des stocks suffisants aujourd'hui pour vacciner si besoin les personnes les plus susceptibles d'être contaminées. Par exemple, après un voyage dans l'un des pays d'Afrique où Mpox circule ou après avoir été en contact avec une personne malade. Mais la meilleure manière d'éviter une épidémie en France ou ailleurs, c'est de vacciner en Afrique, insiste le professeur Antoine Flao, épidémiologiste. Les Européens, les Américains feraient bien, non pas simplement de donner à titre humanitaire des vaccins, mais de leur permettre de fabriquer des vaccins. Ça pourrait être une stratégie utile pour essayer de contrôler cette flambée épidémique dans l'œuf, si je puis dire. Grâce aux moyens que l'on a en France, il y a donc peu de risques que l'on connaisse une épidémie comme celle que l'on a connue pendant le Covid. Mais les autorités françaises misent sur la prévention. Alors comme en 2022, l'Institut Pasteur se dit prêt à tester et vacciner tous les cas suspects. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. C'était il y a 80 ans, Paris outragé, Paris martyrisé, mais bientôt libéré. La libération de la capitale en 1944 s'est jouée en 7 jours, Fanny. Oui, Europe 1 vous fait revivre cette semaine décisive qui a bouté les Allemands hors de la capitale. Hier, nous vous racontions le début de l'insurrection parisienne, le 19 août, avec la prise de la préfecture de police par des policiers résistants. Mais comment ont-ils tenu alors que l'ennemi était armé jusqu'aux dents ? C'est le 2e épisode de notre série, reportage à la préfecture de police et plongé dans ses archives avec Yoann Madec. 20 août 44, la préfecture est aux mains des résistants depuis une journée. Dans la grande cour, le matériel s'empile et les hommes s'organisent. La veille, un obus a perforé l'une des portes. Attaqués tous les jours par les Allemands, les policiers apprennent l'organisation militaire, souligne Benjamin Foissé, chef de mission histoire à la préfecture de Paris. Ce sont des policiers qui tout d'un coup jouent un rôle militaire. Ici, vous aviez des réserves d'armes, vous avez des prisonniers allemands qu'on ramenait ici, vous avez des blessés qui étaient soignés, vous aviez des cuisines, on improvisait le ravitaillement comme on pouvait. Et donc, vous avez un gigantesque lieu logistique qui était parfois à 20 mètres
des chars allemands qui attaquaient sur le parvis. Dans les bureaux, les différents bords de la résistance se rencontrent et s'organisent. Il y a même un réseau de téléphone interne difficilement écoutable par les Allemands. Il permet de communiquer avec le centre de commandement des forces françaises de l'intérieur parisienne, caché dans un bunker place d'Enfer Rochereau. La capitulation du gouverneur allemand de Paris sera même signée ici, dans les appartements du préfet. Sur le parquet ouvragé de la salle de billard, le symbole est fort pour De Gaulle, explique Benjamin Foissé. Le fait que ça a été signé ici, et pas à l'hôtel de ville qui est aussi un grand lieu politique à Paris, c'est pas pour rien. Le pouvoir gaulliste, il est au ministère des Armées et il est ici. Ici, à la préfecture, où l'on rend aussi hommage aux 200 agents qui sont morts pendant cette semaine de libération. Un reportage signé Yoann Madec. Dans le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, à tout à l'heure. La météo des plages, Estelle Lafont, quelle ambiance